Respectable frère grand maître Guillaume, respectables frères et sœurs, grands maîtres et grandes maîtresses des obédiences amies, très chères sœurs et très chers frères, la force de caractère, la volonté inflexible et l'incroyable droiture morale de Marie Becquet de Vienne lui ont parfois fait la réputation d'une personne froide et dure. Mais sous cette carapace, corollaire du patriarcat de l'époque, battait un cœur d'or. Celle qui n'a jamais cherché à briguer le pouvoir ni les honneurs, a consacré son énergie et ses dons à améliorer le sort des plus pauvres. Pour Marie Becquet de Vienne, devenir franc-maçon était une évidence. C'est pourquoi elle et 14 de ses amis se sont réunis régulièrement chez Maria de Rheims entre juin 1891 et mars 1893. Ces réunions informelles au domicile de Maria de Rheims avaient pour but de les préparer toutes à l'initiation. Le 14 mars 1893, c'est chez Marie Becquet de Vienne que se tint la première tenue qui fonda le droit humain. Elle accueillera à son domicile rue de Sèvres à Paris la loge fondatrice avant de mettre à disposition des locaux au 33 rue Jacob qui lui appartenaient. C'est Marie Becquet de Vienne qui prononça l'éloge funèbre de Maria de Rheims en février 1894. Amie fidèle et continuatrice zélée, sans Marie Becquet de Vienne, le droit humain n'aurait pu prendre son premier essor. En 1896 plutôt, elle crée une troisième loge à Rouen. Elle en est le vénérable pendant 4 ans. Cette loge existe toujours, c'est la fameuse loge numéro 3. Mais avant les réunions, avant l'initiation, avant le droit humain, celle-ci avait mis en pratique les actions et les valeurs qui sont les nôtres. Marie Becquet de Vienne est née. Alors je vous ferai une surprise, je ne vous dis pas quand elle est née. Ce sera la surprise de la fin. Elle hérite de l'ouverture d'esprit de son père et de la droiture morale de sa mère. Très tôt, elle va développer une conscience sociale, patriote, altruiste et philanthrope. Elle s'engage dans la lutte contre la pauvreté, la mortalité infantile. Constatant que la condition de la femme, toujours mineure, incapable, est un frein pour ses ambitions, elle s'engage pour l'émancipation de la femme et réclame l'égalité des droits dans la famille et la société. À cette époque, qu'elle soit fille-mère, que son époux l'ait abandonnée, qu'il soit mort ou malade, la femme n'a pas de revenus, pas de chômage, pas de RSA, pas d'allocation, rien. C'est la débrouille. Et surtout, c'est la galère. Souvent, les femmes travaillent jusqu'à quelques jours de l'accouchement. Épuisées. Il faut bien faire vivre l'enfant qu'elles ont dans le ventre ou contre un sein vide de lait. Alors, elles font tout ce qu'elles peuvent. Et parfois, elles ne s'en sortent pas. Marie Becquet de Vienne se met en quête de convaincre des bienfaits de l'allaitement maternel, bien plus sain que les méthodes moyenâgeuses pratiquées alors. Pour elle, il est essentiel d'enseigner les gestes d'hygiène élémentaires. Elle décide de créer des centres qui accueilleront les femmes enceintes et leurs enfants. C'est la Société nationale des Amis de l'enfance, créée en 1876, qui deviendra en 1880 la Société pour la propagation de l'allaitement maternel et des refuges ouvroirs pour les femmes enceintes. Républicaine laïque, elle ouvre en 1876 un refuge de 32 lits réservé à l'accueil des mères célibataires dans le 14e arrondissement de Paris. Peu après, elle récidive. Un deuxième refuge de 64 lits est ouvert dans le 17e arrondissement. Il existe toujours. Elle poursuit inlassablement la mise en place de ces centres en s'appuyant sur l'aide financière de généreux donateurs. Elle a également le soutien politique de son ami Georges Martin, qui obtient une subvention du conseil municipal de Paris, et des fondatrices du droit humain, Clémence Royer et Marie-Georges Martin, l'épouse du docteur. La société distribue des bons pour du pain, des bons de viande, des layettes, des berceaux, des matelas, des couvertures et du lait, lorsque c'est nécessaire. La société assure à la mère et son enfant de l'aide pendant une année entière, parfois plus. À travers cette aide, Marie Becquet de Vienne, ainsi que tous les bénévoles, veulent protéger le lien entre l'enfant et sa mère. Il est important que les deux ne soient pas séparés dans des institutions différentes, qu'ils restent ensemble et qu'au maximum, la mère puisse nourrir son enfant au sein. Pour cela, il lui faut manger à sa faim et correctement. Les refuges ouvroirs sont tout à la fois des dispensaires, des asiles maternels
des lieux de formation et de distribution de denrées. Il s'agit d'établissements qui reçoivent les femmes enceintes ou mères, leur offrant un toit, des soins, de la nourriture, et c'est un médecin qui juge combien de temps les femmes sont aptes à travailler selon leurs conditions physiques. Cet atelier permet aux femmes de rencontrer d'autres femmes, d'apprendre un métier et surtout à se former un petit pécule pour quand elles sortiront de l'ouvrage. En 1901, l'œuvre de Marie Becquet de Vienne a aidé 36 500 enfants et 5 000 femmes y ont été hospitalisées. Au sein de ces établissements, la mortalité infantile descend jusqu'à 4,3%, alors qu'elle est en moyenne nationale à 50% à l'époque. Elle est également à l'origine de la loi Strauss, votée le 17 juin 1913, relative à la protection et l'assistance obligatoire de la femme en couche. Parmi ceux qui lui ont rendu hommage, citons Jules Ferry, Jules Simon, le docteur Roux, le président Émile Loubet, le président Poincaré. Celui-ci l'a remercié au nom des pouvoirs publics le 24 mai 1913. À cause du surménage, Marie termine sa vie infirme. Et lors d'un dernier hommage, le président Poincaré souligne qu'elle a consacré son esprit et son cœur, sa santé et sa fortune pour sa grande cause. Marie Becquet de Vienne meurt le 25 septembre 1913. Elle avait 69 ans. Vous remarquerez que sa tombe la rajeunit de 10 années. Notre sœur était coutumière de ce petit élément de coquetterie, puisque même sur son testament philosophique, elle avait fraudé sur la date. On peut être franc-maçonne et coquette tout de même.